Bonjour, vous écoutez un podcast produit par la Galerie Maguen. Je m'appelle Jacques Monin et je vous emmène aujourd'hui à la découverte de Causé, l'auteur notamment de Jonathan, ce personnage qui a fait les beaux jours du journal Tintin. Jonathan, c'était dans cette idée de ne pas faire un héros pur et dur, mais pas non plus un anti-héros, loser. Donc faire un héros plus proche de l'être humain et surtout de ce que je suis. Causé, c'est un dessinateur, scénariste et coloriste à part dans le monde de la BD. D'abord parce que son dessin, parfois proche de l'idéogramme, préfère évoquer plutôt que détailler, mais ensuite parce qu'il cultive un univers singulier, teinté de spiritualité, souvent référencé années 70, qui s'inscrit dans 3 espaces principaux, la Suisse, l'Asie et les États-Unis. Pour comprendre qui est Causé, nous allons nous rendre au-dessus de la station des Diablerets, à près de 1300 mètres d'altitude, dans le canton de Vaud, en Suisse. On s'engage sur une petite route qui mène à un lotissement constitué de quelques chalets. On monte alors un escalier de pierre et on accède à une petite porte d'entrée sur le côté qui donne directement sur son atelier. Les bougies, l'encens, un Bouddha doré sur un meuble. Il suffit de faire quelques pas chez lui pour se retrouver projeté en Asie. Ici, j'ai l'impression d'être au cœur de tes bandes dessinées. Tout y est. Depuis la boîte à lettres qui est à l'entrée de ton chalet. C'est la boîte à lettres de mon ami Mickey. On en trouve, ces boîtes à lettres américaines. Mais surtout, quand on arrive, on voit le glacier, les montagnes. J'ai l'impression de vivre un peu dans une carte postale parce que c'est très beau. Il y a la cheminée là juste devant nous, les choses sont à taille humaine, les pièces sont petites mais en même temps chaudes. Ouais, c'est confortable, je m'y sens bien. C'est le luxe de vivre comme ça, proche de la nature. Je sors et je pars dans la montagne, dans la forêt d'abord, puis après plus haut, il n'y a plus d'arbres, sans avoir besoin de prendre la voiture. Je le fais quasiment tous les jours. J'ai une petite boucle d'1 heure. Et puis certains jours, quand j'en ai envie, que le temps est beau, je fais une vraie rando de 4-5 heures. Mais tout est inspirant. Autant la nature que les œuvres d'art, je ne m'en lasse jamais. Quand je descends à Lausanne ou à Genève ou à Paris, au bout d'une journée ou 2, j'ai envie de remonter. Mais décris-nous un peu ton environnement. Comment tu as construit l'intérieur de ce chalet ? Il y a effectivement beaucoup d'éléments tibétains ou indiens. Ces fauteuils, ils sont recouverts par des tissus que j'ai ramenés du Kham, c'est une province de l'Est tibétain. Il y a dans cet endroit, tous les 3 ans, une énorme fête où les gens viennent échanger, commercer, rigoler. Il y a des courses de chevaux, des courses de yaks. Et il y avait des marchands qui vendaient ces tissus. Et j'en ai ramené quelques rouleaux pour habiller ces fauteuils. Et ton atelier, il est dans l'entrée. On rentre avec les chaussures, la neige et tout ça, et on se retrouve directement dans ton atelier. Oui, c'est un peu par la force des choses, c'était ce qu'il y avait de plus pratique. Alors c'est un tout petit atelier, ça frappe tout le monde. Oh, c'est là que tu travailles, c'est tout petit. Ouais, c'est minuscule, mais en fait, j'ai pas besoin de beaucoup plus. Parce que, en fait, si on regarde bien, j'ai une deuxième table ici dans le salon, sur laquelle je travaille à la table lumineuse. C'est un procédé que j'utilise beaucoup. Table lumineuse qui permet d'inverser le dessin, pour voir plus facilement les problèmes, les défauts du dessin. Et cette table est dans mon salon. Alors ce qui frappe aussi quand on rentre chez toi, c'est qu'on tombe donc nez à nez avec ta table de dessin, et au mur, des post-it de partout. C'est quoi ces post-it ? Alors ça, c'est ma façon d'écrire un scénario. C'est-à-dire, je rassemble des éléments de scénario que j'écris chaque fois sur un post-it. Parfois, ça m'arrive d'entendre dans la rue quelqu'un qui dit quelque chose et de me dire « ça, c'est intéressant ». Donc, je le note. Ça peut être une vieille dame qui a dit ça dans le bus. Et ce dialogue, je vais peut-être le placer dans la bouche d'un enfant. Mais il y a quelque chose. C'est ce genre d'élément. Ça peut être la description d'un paysage, de dire un jeu de clés qui est tombé dans l'eau, qu'on voit à travers l'eau. Ça peut être plein de choses différentes. Et donc, je les punaise ou je les scotche au mur
avec cet avantage énorme d'une souplesse totale. C'est-à-dire que je peux en retirer un, le déplacer, un élément que j'avais mis au début, me disant c'est bien une histoire qui commence comme ça. Et en fait, Comme un puzzle dont tu définirais toi-même les contours des pièces. exactement, c'est comme un puzzle, mais j'ai des pièces que je pose au mur et finalement elles s'organisent, donc je les déplace jusqu'à ce que ça constitue une histoire. Quand je commence à noter ces éléments sur des post-it, je ne sais pas où ça va me mener. Donc c'est une façon de travailler qui est assez bizarre, qui repose sur l'idée que l'histoire, elle existe déjà à quelque part. Alors si on s'interroge sur le quelque part, évidemment, c'est dans ma tête. Mais peut-être pas que. En tous les cas, je considère qu'elle existe déjà et que je vais la rechercher. Je vais rechercher les pièces d'un puzzle et peu à peu, je vais découvrir l'image. Mais pour mettre au point cette méthode et développer son univers, Causé s'est construit presque tout seul, parce qu'il est né en 1950 dans une famille qui n'avait pas d'affinité particulière avec le dessin. Je suis né à Lausanne, petite ville au bord du lac Léman, enfin pas si petite que ça. Mon père était expert comptable. Je ne comprends pas comment on peut être expert comptable. Mathématicien, oui, je pense que ça doit être passionnant. Mais expert comptable, je ne comprends pas. Mais il n'empêche qu'il était très bienveillant avec nous tous. J'avais 2 grandes sœurs. Donc j'étais évidemment un peu le petit chouchou, un garçon après 2 filles. Donc j'ai eu un peu 3 mamans. J'ai grandi comme ça. Mais du coup, ton père n'était pas un modèle, si je t'écoute. C'était pas un modèle, parce que j'avais pas envie d'être comme lui, un monsieur sérieux, bien, qui me donnait pas l'impression de beaucoup s'amuser. Te faisait pas rêver. Il me faisait pas rêver. Je l'aimais, mais je rêvais de toute autre chose. Et je rêvais, comme par hasard, de bande dessinée, de dessins animés. La bande dessinée n'était pas un tabou, comme on l'entend parfois raconté par certains auteurs. C'était ok, on avait des Tintins. Moi, j'ai découvert l'univers des Spirou, les Jerry Spring, Black et Mortimer. À quel âge ? Progressivement. Mais je me souviens d'avoir découvert la collection Dupuis. Il y avait Jerry Spring, Jean Valardy, Gilles Jourdan. Je croyais qu'il y avait que Tintin pendant longtemps, parce que c'est ce qu'on avait à la maison. 4 ou 5, pas plus. Et puis j'ai découvert tout cet univers. Et pour moi, c'était un monde qui s'ouvrait. Tout mon argent de poche y passait, mais encore une fois, c'était toléré par mes parents. C'était fêter le son. Après, lire des bandes dessinées, ça fait pas de mal, quoi. Et tes leçons, tu les faisais ? Tu étais un élève normal, je veux dire, une scolarité normale, classique, sans accroc ? Un peu limite, hein, paresseux. Ça me cassait les pieds, ça m'intéressait pas du tout. Et j'ai découvert par la suite que les domaines qui m'ennuyaient à l'école pouvaient me passionner lorsque je m'y intéressais moi à travers d'autres sources un peu plus sérieuses en fait, plus authentiques, que les trucs mâchés qu'on nous donne à l'école qui m'ennuyaient profondément. Donc j'étais un élève de moyen à mauvais, alors que j'avais une faculté de m'intéresser pour tout ce qui me plaisait. Donc je m'intéressais à la bande dessinée, mais évidemment on ne nous demande pas ça en classe. Tu as cité des auteurs et des bandes dessinées. Tu n'as pas cité Mickey, qui est important pour toi. À quel moment Mickey intervient dans ta culture de BD ? Il était là à travers le journal de Mickey, et puis exceptionnellement les dessins animés. Mais on n'avait pas de télévision à la maison, donc c'était le cinéma à Noël. Il y avait souvent des Mickey avant un grand long métrage. Et oui, j'ai adoré, j'ai rêvé vraiment, très fortement, de travailler chez Disney. C'est partie des 2 passions et des 2 voies auxquelles je rêvais, tout en ayant conscience que c'était quand même très peu probable. On me disait, c'est bien gentil tes rêves, mais c'est pas possible.
pas possible peut-être, mais le petit Cosé lui s'en fiche. Et très tôt, il va dessiner, mais pas seulement. Il a déjà aussi, et surtout en lui, cette envie irrépressible de raconter des histoires. Je faisais des dessins qui racontaient une scène. C'était un peu des images de bande dessinée, parfois inspirées, même copiées d'albums que j'avais ou inventés. J'ai fait plein de premières pages de bande dessinée pour des histoires de 40 pages. Et ça s'arrêtait à la moitié de la première page, bien sûr. C'était à quel âge, ça ? C'était 7-8 ans. J'ai fait des copies d'Astérix, de Jean et Pierre-Louis. Mais copies, en fait, c'était du plagiat, parce que j'avais un personnage qui s'appelait Helvétus, un espion helvète, enfin n'importe quoi. Je me souviens plus des noms des personnages, mais c'était toujours très inspiré de mes lectures. Mais c'est ça qui me passionnait, raconter une histoire avec des personnages. À l'école, j'avais des copains ou copines, pas beaucoup, mais certains qui dessinaient nettement mieux que moi. Mais aujourd'hui, ils travaillent dans une banque ou une compagnie d'assurance parce qu'ils n'avaient pas la passion. Et je pense vraiment que c'est essentiel, cette envie de dessiner. Alors j'étais conscient que c'était un rêve qui pouvait être inaccessible, mais c'est la seule chose qui m'intéressait vraiment. C'est ce que je voulais. Mais Cosé ne veut pas dessiner n'importe quoi. Son inspiration, il va la puiser dans ce qu'il est, ou plutôt ce qui le traverse. Et très tôt, à 13 ans, il est déjà attiré par la spiritualité. Avant même de connaître le bouddhisme, l'hindouisme et sa mythologie comme la Bhagavad Gita, il ressent le besoin de se fabriquer un petit temple dans son jardin. C'était bizarre, c'était une espèce de temple naturel. J'avais une petite lampe à huile. J'accrochais des... Je ne sais plus exactement, c'était au pied. Tu avais besoin de symboles ? Ouais, c'est ça, de recueillement, espèce de entre la méditation et la prière, sans que ce soit religieux dans le sens spécifiquement chrétien. Parce que tu n'avais pas encore les références que tu as eues ensuite. Non, j'avais très peu de références. Mais ouais, j'avais besoin de cette espèce de recueillement. J'aimais bien me recueillir dans ce coin que j'avais habité au pied d'un lilas. Et puis c'est vers 15-16 ans que j'ai lu Jung. Et j'ai été passionné par cette notion dont il était le seul à parler, qui est le soi, avec un S majuscule. Sur un gros bouquin de 300 pages, il y a 10 lignes sur le soi, mais ça m'avait frappé vraiment. Et j'ai cherché un peu ce que je trouvais sur le sujet. Et je suis tombé sur plein de maîtres spirituels dans cette recherche de quelque chose qui nous dépasse, mais qui n'est pas forcément religieux. Que sommes-nous ? Puisque on connaît une partie de son corps, on connaît ses sentiments, on perçoit notre bonheur, notre jalousie, notre colère, on connaît nos pensées, hein, on en est aussi. Donc, qu'est-ce qu'on est ? Qu'est-ce que c'est que ce nous, ce je ? Et c'est cette démarche qui continue à me passionner. Les sources d'inspiration de Cosé sont donc en train de se préciser. Mais en attendant, il intègre une école d'apprentissage en graphisme après sa scolarité, tout en travaillant dans une agence de pub. Et parallèlement, il va développer une autre de ses qualités pour faire carrière dans la BD. C'est une détermination à toute épreuve, une sorte de culot en quelque sorte. Lorsque quelqu'un l'intéresse, il va le voir sans aucun complexe. Et c'est ainsi qu'il contacte le dessinateur de Ribes, l'auteur de Buddy Longway, de Yakari notamment, un auteur de BD qui, comme lui, vit en Suisse. J'ai cherché dans l'annuaire téléphonique Claude de Ribaud-Pierre, c'était son nom. C'était la première fois que quelqu'un l'appelait, un inconnu l'appelait, pour parler de bande dessinée. Donc il a ouvert grand les portes de son atelier, je suis venu le trouver. J'allais le voir une fois tous les mois, tous les 2 mois, je prenais le train pour aller le voir et on discutait de bande dessinée. Je faisais des dessins qui me corrigeaient. Il me donnait des exercices à faire. Par exemple, il me donnait une esquisse au crayon, il me suggérait de l'encrer. Et après, je la ramenais, il critiquait positivement en montrant les points faibles, les points forts. Et voilà, j'ai commencé à travailler à mes propres projets dans son atelier, tout en réalisant des couleurs pour lui. Tu as fait les couleurs de Go West et Buddy Longway ? Oui. Claude m'a proposé de travailler dans son atelier, mais j'étais en cours d'apprentissage. Alors là, mes parents ont posé la condition, ont dit oui, quand tu auras obtenu ton certificat
de graphiste, ton papier, finis ta formation. Je pense qu'ils ont eu raison parce que ça aurait été précipité. J'ai appris beaucoup de choses en terminant cet apprentissage, ce qui m'a donné une base qui m'est encore utile aujourd'hui. Et quand j'ai fini mon apprentissage, ni une ni deux, je me suis installé à travailler tous les jours dans son atelier. Vous alliez randonner ensemble, enfin vous aviez une vie hors du travail. Tout à fait, une amitié, bien sûr. On a fait du cheval, on a marché, on s'intéressait tous les deux déjà à ce qu'on appelle la spiritualité. On faisait plein de trucs, séminaires de yoga, etc. On était tout à fait dans cette démarche et ça continue. Tu l'as incarné d'ailleurs dans Jonathan. Ouais, je l'ai dessiné dans un album dans lequel j'ai tué le père parce que il est pas très sympa. Là. Moi, je me suis un peu moqué de lui. Enfin, je l'ai tourné au ridicule, mais on a fait ça en s'amusant. Lui, il a dessiné un personnage dans Buddy Longway qui s'appelle Curly, qui est ma caricature. Il a fait de moi un joueur de poker et tenancier de bordel. Donc lui, il s'est vengé en faisant de moi un joueur de poker. Ouais, toi, c'était dans le privilège du serpent que tu l'as dessiné. Est-ce qu'il est vrai que lui-même a crayonné sur tes premières planches de Jonathan ? Il m'a aidé lorsque j'avais des problèmes de dessin. Il m'a corrigé quelques dessins lorsque c'était trop problématique. Ouais. Par amitié, comme ça, voilà. Non, mais regarde, tu peux pas lui mettre le bras comme ça. Là, c'est mieux. Causé est donc en train de devenir un professionnel de la bande dessinée. Et pour bien marquer cette transition, il change de nom. Il s'appelait jusqu'ici Bernard Causandé. Eh bien, les lecteurs le connaîtront désormais sous le nom de Causé. J'ai supprimé le AND qui se trouve au milieu. J'ai rattaché les deux extrêmes pour faire plus court. Ça ressemble à Mickey ? Très juste, ça ressemble à Disney, à Mickey. Ça se faisait à ce moment-là d'avoir un pseudonyme, un Peyo, qui s'appelait Pierre Culifort, signé Peyo, etc. De Ribes, qui s'appelle Claude de Ribaud-Pierre, signé de Ribes. C'est une mode aujourd'hui, c'est des modes tout ça, ça n'a aucun intérêt. Donc tu t'es dit, les autres le font, il faut que je le fasse. Ouais. C'est une façon de montrer aussi que tu deviens un dessinateur. Ouais, de se créer un personnage professionnel. Et ça, c'est à quel moment que ça devient ? Ça, c'est en créant mes premières BD, avant Jonathan même. En 1969, tu remportes le 3e prix d'un concours de couverture qui est organisé par Spirou. Voilà, là je travaillais chez De Ribes, puis je me suis amusé à faire une couverture originale avec des papiers découpés. Donc j'ai eu une couverture de Spirou, j'avais 19 ans. Tu dessines une première BD qui sont 3 histoires de 8 pages. Alors ça s'appelle Manfred et Tiberi. Bon, c'était des petites aventures qui se passaient au Canada avec un garde-montée. Et puis un ingénieur, constructeur d'un barrage. J'étais tout content d'un scénario de Duchâteau, scénariste de Ricochet. C'était des galops d'essai. Comment tu décroches ça ? Grâce à De Ribes, qui était déjà dans le milieu de la bande dessinée et qui était professionnel, donc qui a présenté mes dessins, qui m'a présenté au rédacteur en chef du quotidien belge Le Soir, qui avait un cahier bande dessinée. Donc ça a été ma première publication, oui. J'étais super fier. Et puis après, Duchâteau, il avait d'autres travaux plus importants. Il avait fait ça vraiment par amitié. Et donc, j'ai créé un personnage pour un quotidien suisse qui s'appelle 24 heures, avec des aventures qui se passaient dans les lieux de la Suisse romande, au bord du lac Léman. C'était Polaroid ? Polaroid, oui, je suis pas très fier de ce nom, mais voilà, j'étais jeune, je débutais. Ouais. Un peu lourdingue, non ? Un peu, ouais, mais voilà, c'était comme ça, j'étais jeune. Et donc, j'étais content de faire des planches pour ce journal 24 heures. Pour 24 heures, tu vas aussi à Tahiti. Ouais. Donc, c'est le début des voyages. Oui, c'est ça m'a été proposé. Il y avait un lien d'amitié entre le quotidien lausannois 24 heures et un quotidien à Papeete,
à Tahiti. Et le directeur de ce journal tahitien avait trouvé marrant mon histoire de Polaroid. Et donc m'a demandé de venir, m'a accueilli, m'a commandé une histoire qui se passait là-bas. Donc je me suis installé pour 2 mois à Tahiti pour préparer ça. Et puis j'ai réalisé cette histoire à mon retour, surtout. Mais tu as déjà dans la tête ce projet de Jonathan. Oui. Et alors Jonathan, c'était dans cette idée de ne pas faire un héros pur et dur, mais pas non plus un anti-héros, loser. Donc faire un héros plus proche de l'être humain et surtout de ce que je suis. Je trouvais intéressant un personnage qui a perdu la mémoire ou en partie. Et donc j'ai travaillé là-dessus, le Tibet, mon intérêt pour la spiritualité, la montagne. Et j'ai proposé ça à toutes les maisons d'édition, il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui. Ils ont tous dit non. Sauf les éditions du Lombard. Pourquoi ? Parce que De Ribes était publié au Lombard et j'étais quand même conscient qu'à cette époque, je faisais du sous De Ribes. Donc je ne voyais pas l'intérêt ni pour eux ni pour moi. Mais Donc tu t'étais interdit de contacter le Lombard. Exactement. Mais un beau matin, j'ai reçu une lettre du journal Tintin. Le rédacteur en chef du quotidien belge Le Soir, dans lequel j'avais publié mes 3 petites histoires en 8 pages, était nommé rédacteur en chef de Tintin et il me disait, voilà, je viens d'être nommé à Tintin. Si tu as un projet, envoie-le-moi. Parce qu'il voulait renouveler à ce moment-là le champ des dessinateurs. Oui, il voulait rafraîchir un peu, apporter des trucs nouveaux. Et donc, j'ai reçu cette lettre. Ça tombait bien, De Ribes allait à Bruxelles, il allait apporter des originaux. Et je suis parti avec lui, avec mon projet de Jonathan, que j'ai présenté à Henri Desclés. C'était lui le rédacteur en chef du Soir nommé à Tintin. Je lui ai montré 3 pages et un résumé. Il m'a dit, c'est bon, on le publie. Ils avaient tous dit non. C'est dingue, hein ? Donc finalement, le fait d'avoir publié dans Le Soir t'a servi. Bien sûr, bien sûr. Et donc, parce que c'est un transfuge du Soir, en fait, qui est venu ensuite te chercher pour le journal Tintin. Exactement. Mais c'est drôle parce que je m'en étais privé avec cette idée que c'était trop... Ça faisait doublon avec De Ribes. Alors on te propose ça, tu te dis, ça y est, c'est le moment. Génial, c'est un des grands moments de ma vie. Tu vas passer dans Tintin, mais c'est dingue. C'est ta première histoire véritablement personnelle. Enfin, même si Polaroid, c'était un peu de toi, mais bon, pas vraiment, quoi. C'était vraiment ma première histoire que je travaillais comme j'avais envie de le faire. Je racontais des histoires que j'avais envie de raconter. Je m'affirmais. C'est clairement une référence, là tu l'as dit 100 fois, 1000 fois, à Richard Bach, qui est l'auteur de Jonathan Livingston, Le Goéland. C'est un coup de foudre, une révélation pour moi. La plupart des gens sont marqués par Le Petit Prince. Mais c'est effectivement ça m'a marqué bien plus fort. Ça a été une révélation, j'ai adoré ce bouquin. Mais là, de nouveau, on était dans un domaine spirituel, Jonathan Livingston. Donc, je ne pouvais pas donner un autre nom à mon personnage. Dès le début, tu l'as pensé comme ton double. Oui, tout à fait. D'ailleurs, pardon, mais quand je suis rentré chez toi, j'avais l'impression d'être sur la piste de Yéché. À la fin, de rentrer par cette porte et de tomber sur Jonathan. Mais ça, c'est pas prémédité. Quand j'ai dessiné le premier Jonathan, ça paraît bizarre, mais j'étais à moitié conscient. Parce que pour dessiner un visage, des fois, quand on a de la peine, on prend un miroir. Donc, j'utilisais parfois le miroir. Et puis oui, je me suis rendu compte que ça me ressemblait. Mais c'était pas une démarche, c'était pas fait sciemment. C'était pas fait sciemment, mais c'était fait inconsciemment. Oui, inconsciemment, certainement. Ouais. Oui, parce que je parlais de moi. C'était une part transposée de moi. Mais enfin, j'ai pas vécu non plus ces aventures. Donc c'est très ambigu. C'était un moi fantasmé. Un moi fantasmé, une idéalisation. D'ailleurs, tu le dis, dès le premier Jonathan, il était comme moi, mais en mieux. Enfin, il avait plus de succès avec les filles. On sent qu'il y a une forme de... Tu l'envies un peu, ce Jonathan-là. Complètement, il m'énerve. Ouais, c'est ça. Souviens-toi, Jonathan, le premier épisode de la série paraît en 1975 dans le journal Tintin. Voici donc un personnage d'un nouveau genre qui va faire mouche dans le sillage du mouvement hippie. Et pour rendre son personnage encore plus crédible, en préface de sa BD, Cosé va signer un texte dans lequel il affirme que Jonathan existe bel et bien et qu'il est d'ailleurs son ami, un texte dont il nous lit un extrait. À l'époque où je fréquentais Jonathan, nous approchions tous deux de la vingtaine.
Et s'il est vrai qu'il n'avait rien d'un héros de BD, je ne ressemblais guère à l'idée qu'on se fait d'un dessinateur. Nous partagions un goût immodéré pour la pratique du ski et de la moto de trial, la lecture des Védas, livres sacrés de l'Inde. Un bon nombre de nos week-ends se passaient dans les Alpes suisses à chevaucher nos 250 cm3, avec une traduction de la Bhagavad Gita en poche, et j'en garde un souvenir à la fois joyeux et nostalgique. Dans les bouquins que j'aimais, il y avait un point commun entre tous, c'était le fait qu'on y croit, on croit au personnage. Et à travers cette ressemblance entre Jonathan et moi, j'avais l'impression que ça rendait les choses beaucoup plus crédibles que si, encore une fois, j'avais un cow-boy qui chevauchait plus vite que les autres. Il y a des gens qui t'ont écrit pour te demander des nouvelles de Jonathan, enfin comme si c'était une vraie personne. Oui, ça m'est arrivé. Des correspondances qui me donnaient l'impression que les gens croyaient à l'existence de ce personnage, ouais. Et ça, c'est le but d'une fiction. C'est pas qu'on se dit, ah, il a inventé ça. Si on se dit, ah, c'est fou cette histoire. Oui, mais il y en a qui ne cherchent pas à faire croire à leur personnage. D'ailleurs, tu vas plus loin, tu croises parfois les histoires. À la fin, c'est dans Iyun où Ur se dit, à un moment, j'ai habité l'appartement de Jonathan. Ça accrédite encore plus l'idée qu'il a existé. Mais toujours, je cherche à accréditer, comme tu dis, absolument toutes mes fictions. J'ai aucune ironie par rapport à mes personnages. Je les aime et j'ai envie qu'on croie à leur existence. Donc je fais tout ce qui est possible. Je dessine son passeport, des éléments de la réalité. J'aime bien m'approcher de la réalité autant que possible. Pourquoi l'avoir rendu amnésique ? Pour moi, c'est un symbole. Ça fait allusion au fait qu'il y a un élément qu'on oublie systématiquement, c'est ce que nous sommes profondément, qui n'est pas définissable. Donc ça, il est constamment oublié. C'était une façon aussi de dire lui c'est moi, c'est-à-dire moi je suis en recherche d'eux, et ben lui il cherche qui il est, et c'est la même chose. C'est la même démarche, c'est la même recherche qui m'intéresse par-dessus tout. Et c'est ce questionnement qui va irriguer son œuvre, un questionnement qui est aussi une des clés de son inspiration d'ailleurs, et qu'il va approfondir après une autre rencontre. Comme il l'avait fait avec Derrib, Causé, qui n'a alors qu'une vingtaine d'années, décide de rencontrer Jean Klein. Jean Klein, c'est un homme qui est né à Berlin en 1912, qui dispense des enseignements sur ce qu'on appelle la philosophie de la non-dualité, et cet homme va devenir un des maîtres spirituels de Causé. J'ai lu ce bouquin de Jean Klein qui s'intitulait L'ultime réalité et j'ai trouvé que c'était génial, que c'était au cœur de la cible. Il n'y avait pas un mot de trop, il n'y avait pas de bavardage philosophico-fumeux. C'était tellement pointu qu'après avoir lu 3 pages, j'étais naïf, j'avais 23 ans, je me suis dit en arrivant à la fin du bouquin, je suis éveillé dans le sens bouddhiste. Mais vraiment, c'est pas possible autrement, il est tellement clair. Je l'ai rencontré avec Derrib, c'est lui qui en a entendu parler en premier, on est allé le trouver. Alors la question, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Mais absolument rien, parce qu'il ne s'agit pas d'apporter quoi que ce soit. Ce n'est pas une démarche d'enrichissement, d'affinement, d'éclaircissement. C'est une démarche, encore une fois, d'investigation pour découvrir qu'on n'est pas cette identité qu'on a constituée année après année, que ce n'est pas ce que nous sommes. Mais si nous ne sommes pas ce que nous croyons être, qu'est-ce que nous sommes ? C'est comme la comparaison dans un rêve. Tu fasses un cauchemar dans lequel tu es poursuivi par un tigre qui va te bouffer, ou bien tu rencontres la plus belle, la plus intelligente, charmante femme du monde. Ça n'a aucune importance quand tu te réveilles et que tu dis « Ah, c'était un rêve ». Donc ma vie est un rêve ? Ou ce que je crois être ma vie est un rêve ? Oui. Ce que je crois être n'est pas mon identité, c'est un objet, dans le sens large du terme, pas objet physique. Ce n'est pas ce que je suis. Mais je me trompe donc ? Je me trompe en m'identifiant à ce personnage. Il est là, avec ses qualités et défauts, mais ce n'est pas ce que nous sommes profondément. Est-ce qu'il y a une philosophie
spirituelle à laquelle tu adhères. Alors, ma religion, c'est l'interrogation. Paf, ça c'est là. Tu es comme Jonathan, quoi. Lui, il est à la recherche de lui-même, toi, tu es à la recherche du mystère. Le mystère ou la vérité, pour moi, c'est pareil. Ouais. Qu'est-ce que nous sommes? C'est quelque chose qui n'est jamais interrogé, même pas en psychanalyse. Il y a des catégories, le moi, le surmoi, l'ombre et tout, les archétypes. Mais mon identité, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je suis le même qu'à 3 ans, qu'à 20 ans? Qu'est-ce qui est resté? Qu'est-ce qui est essentiel? Alors tu vas me dire, c'est l'âme. Mais d'accord, et c'est quoi l'âme? Ce je profond, qu'est-ce que c'est? Il n'y a aucune recherche à ce sujet, à mon avis. On l'a donc compris, Cosé est fasciné par les traditions spirituelles venues de l'Inde, du Tibet ou d'ailleurs. Le bouddhisme en particulier est très présent dans son œuvre, mais il n'est pas croyant pour autant. Il s'approche au plus près de ces mouvements religieux ou philosophiques, il leur donne une place dans ses BD, mais en même temps, il s'en tient à distance. Le bouddhisme regorge de beauté. Artistiquement, c'est merveilleux. Pareil pour l'hindouisme. Il y a des merveilles, cette statue-là de cette déesse à 6 bras. C'est Shiva, non? Non, là c'est une déesse indienne dont j'oublie le nom. Okay. Il y en a tellement. Ouais. Pour moi, c'est une richesse artistique qui me plaît dans ce bouddhisme. J'ai une profonde sympathie pour le bouddhisme, sauf pour sa partie religieuse. Mais elle ne me pose aucun problème, sauf que j'y adhère pas. Ma recherche, encore une fois, elle est en dehors de ça. Et tout cela nous permet de mieux comprendre qui est Cosé et d'où vient son œuvre majeure, Jonathan, mais nous sommes loin d'avoir épuisé le sujet, parce qu'après avoir publié 3 albums, eh bien lui-même n'est encore jamais allé dans l'Himalaya. Il le fera, mais plus tard, et ses voyages extraordinaires sur les traces de son personnage, il va nous les raconter dans le 2e épisode.